Alors, on a commencé l'enregistrement, on est bon, j'ai le contrôle, je peux changer les slides, c'est parfait. Alors, déjà on va se présenter, donc Thomas, je te laisse te présenter d'abord. Oui, si tu veux. Alors moi, c'est Thomas Elie, je travaille actuellement chez Métis en tant que consultant cloud et infrastructure. Ce titre, on va dire, pour ma part, veut un peu rien dire parce que je touche un peu à tout. Je fais de l'Azure, je fais du on-prem, du développement, de l'installation applicative, de l'architecture, un peu de tout. Voilà, voilà, pour faire simple. Voilà, donc moi je suis Étienne Deneuve, donc je suis Cloud Solution Architect chez Dell EMC dans la division consulting. Voilà, je suis également donc MVP sur la partie Cloud et Data Center Management. Alors moi je suis surtout spécialisé sur tout ce qui est aspect automatisation, DevOps et Cloud. Alors, pas uniquement la partie Azure, je fais aussi un peu d'AWS, un peu de GCP, je fais un peu d'on-prem aussi, de l'Azure Stack, beaucoup d'Azure Stack même. Donc, si vous avez des questions sur ces sujets-là, n'hésitez surtout pas à me les poser. Alors, j'ai juste un problème, c'est que je ne vois pas le petit bouton pour passer à la suite. Ah, bah voilà. Et donc maintenant, on va attaquer directement. Donc, pourquoi utiliser PowerShell? Donc, il y a une règle de base en informatique, pour moi, c'est que globalement, on fait toujours des choses répétitives. Celui qui me dit qu'il a jamais fait deux fois la même chose, j'ai envie de lui dire, bah, il a du bol, ou alors il ment. Donc, pourquoi on va utiliser du PowerShell? Alors là, ce qu'on évoque, c'est quand même très large, parce qu'en fait, c'est pas propre à PowerShell. L'automatisation des tâches répétitives ou des tâches complètes, ça va vous permettre de quelque part réduire le temps d'effort à chaque fois qu'on va vouloir faire une tâche. Si on l'a automatisé, forcément, on va la faire plus rapidement. Ça va nous permettre aussi de pouvoir paralléliser des choses, parce que forcément, à partir du moment où on va déclencher des jobs en même temps, bah, on va plus les faire nous-mêmes, mais en plus, on va les faire en même temps. Alors, on nous demande s'il y a du son. Bah, je pense que globalement, il y a du son. Voilà, pour tout le monde, c'est bon le son. Donc, quelque part, le fait d'automatiser ces tâches, ça va nous permettre aussi de réduire la probabilité d'erreur, parce que votre script, vous allez le tester, vous allez le connaître, vous allez l'utiliser au quotidien. Donc, quelque part, ça va vous permettre aussi de réduire la probabilité d'erreur. On peut aussi déléguer plus facilement une tâche. Par exemple, Thomas, par le passé, c'était mon stagiaire. Donc, je l'ai onboardé sur le PowerShell à l'époque. Euh, donc du coup, bah, effectivement, au départ, je lui ai donné des scripts que j'avais sous la main pour qu'il puisse soit les améliorer, soit les comprendre, soit en faire directement. Et donc quand il a commencé le PowerShell, bah, au début, il faisait des choses simples. Et donc c'est justement ce qu'on va vous montrer. Euh, Pourquoi l'image se met chargement en cours? Alors Béa nous dit que l'image chargement en cours, et tout le monde, et David nous dit son et image nickel. Un problème avec son navigateur, je suppose. Il faudrait peut-être que tu rafraîchis la page. Ouais. Bah voilà, tout le monde est plutôt nickel, donc voilà. C'est pour ça que la prochaine fois sur Twitch ou sur YouTube, ça sera plus simple. Peut-être, ouais. Hmm. Alors, l'autre intérêt, effectivement, donc comme je le disais, c'est que pour déléguer, c'est facile, mais l'autre intérêt, c'est qu'on va pouvoir réutiliser ce qu'on fait. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà créé des comptes dans un Active Directory. Créer des comptes dans un Active Directory, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Et donc le but, ça va être bah, justement de faire un script qui va traiter tous les cas qu'on connaît par rapport à notre SI pour pouvoir créer ces utilisateurs-là dans des conditions correctes. Voilà. Alors l'autre intérêt du PowerShell, et là c'est vraiment un intérêt du PowerShell en propre, ça va être d'aller au-delà des limites des interfaces graphiques. Parce que depuis quelques années, Microsoft pousse le PowerShell de façon de plus en plus, enfin, il le pousse de plus en plus fort, on va dire. Euh, et donc en fait, il y a énormément de choses qu'on ne peut plus faire via les interfaces graphiques et qu'on peut faire en PowerShell. Voilà. Donc l'autre intérêt, c'est que le PowerShell, c'est quand même un langage pérenne, on va le voir tout à l'heure dans la roadmap, et surtout, c'est un langage open source. Aujourd'hui, il n'y a plus cette étiquette Microsoft, on fait du propriétaire dans tous les sens et on fait en sorte que les softs qu'on produit ne soient pas interopérables avec du Linux ou avec du macOS.
Euh, voilà. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc on a mis un petit singe aussi pour le PowerShell. Hop. Alors je vais essayer de viser pour être à peu près dans le truc pour changer la slide. Oui, effectivement, installer le client lourd, ça pourrait être intéressant. Alors, l'historique du PowerShell, on vous a fait ça en une slide parce que je dirais que c'est important de savoir qu'effectivement, c'est pas un projet qui date d'hier. Donc ça date de 2003. La première présentation, elle a été faite à une conférence développeur en 2003. À l'époque, ça s'appelait le projet Monad. Alors moi, je l'ai connu à cette époque-là, tout simplement parce que mon frère m'avait montré en me disant tiens, regarde, PowerShell, c'est cool, ça va être l'avenir. Et donc, il n'avait pas tout à fait tort. Voilà. Donc, pour répondre à la question de Jonathan de tout à l'heure, donc le PowerShell, c'est le successeur des interfaces en ligne de commande traditionnelles, on va dire hérité d'OS, et après de l'émulateur de la ligne de commande Windows. Voilà. Donc ensuite, l'origine, en fait, ça vient d'une philosophie de Leibniz, pour dire que tout ce qu'on fait en PowerShell, c'est des éléments fondamentaux, donc des monades, et on va pouvoir les intégrer dans une harmonie préétablie. C'est-à-dire qu'en fait, en PowerShell, à chaque fois que vous allez faire quelque chose, les commandelets vont toutes être faites de la même façon. Et donc ça, on le verra tout à l'heure, mais l'intérêt, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire quelque chose en PowerShell, au départ, quand vous allez commencer, il faudra connaître la techno que vous voulez automatiser, mais dans un second temps, quand vous serez meilleur en PowerShell, vous n'aurez plus besoin de connaître la techno pour automatiser ce que vous allez faire. Et ça, c'est là où ça devient vraiment intéressant, parce que moi, aujourd'hui, il y a des technos sur lesquels je bosse pour les automatiser, je ne sais même pas à quoi elles servent, je ne sais même pas ce que c'est, et je m'en fiche, je l'automatise, et voilà. Et l'objectif pour vous, ça va être de comprendre le PowerShell, pour après l'appliquer à des technos que vous connaissez, pour ensuite faire l'inverse, utiliser PowerShell pour apprendre des technos. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, donc la version 1, c'était un installeur à part, hein, donc on pouvait l'installer sur Windows XP, etc. La version 2, elle était déjà intégrée complètement dans Windows 7. Et après, donc ça s'est accéléré. Et alors, à partir de la version 6, on repasse sur un installeur. Pourquoi? Bon, il est intégré quand même avec Windows dans les Windows et Windows Server, mais tout simplement parce que il est devenu disponible pour macOS et Linux. Donc maintenant, on peut directement faire ce qu'on faisait en PowerShell sur Windows, mais aussi sur un Mac ou sur un Linux. Donc peut-être que ça vous parle pas pour tous, mais je sais que dans les gens qui sont dans la file d'attente là, il y en a certains qui ont des Mac. Et donc du coup c'est assez pratique de pouvoir quand même faire du PowerShell sur son Mac ou sur son Linux sans avoir à changer. J'ai le son mais plus l'image. Bah écoute, on n'a rien changé, Valérie. Hop, là maintenant on va passer à la suite. Mais avant de passer à la suite, après PowerShell 6, il y a PowerShell du zéro. Petite blague. Voilà. Ça c'est un événement marquant de 2019. On pourrait dire j'étais là. Voilà. Petite question futile, savez-vous pourquoi PowerShell s'appelle PowerShell? Parce que ça veut dire coquillage puissant, je pense, hein? Non, c'est pas ça? Si. Bah, tout simplement parce qu'un shell, historiquement, c'est n'importe quelle ligne de commande. Et l'idée, je pense, de Jeffrey Snover, qui a initié le projet PowerShell chez Microsoft, était de faire un shell avec, je dirais, des avantages du shell Bash Linux qu'on connaît tous, et en même temps d'aller plus loin en fait dans le concept de pipe. Donc ça, on y reviendra plus tard. Alors pendant cette session-là, mais dans une session suivante, parce que là, pour l'instant, on va attaquer les variables et les types. Donc pour comprendre justement comment on travaille avec du PowerShell, il faut comprendre un petit peu la base de tout ça. Hop, la slide suivante. Hop là, on est bon. On est bon. Vas-y Thomas, je te laisse. Alors, on va commencer par le fondamental du fondamental, qui sont les variables, ce qu'on utilise à longueur de temps quand on utilise PowerShell. Mais qu'est-ce qu'une variable? Une variable,
c'est un espace provisoire en mémoire qui est destiné à recueillir vos valeurs, des objets, des collections et tout ce qu'on peut lui mettre dedans. Donc c'est une chose à bien comprendre dans vos scripts parce que certaines variables peuvent consommer énormément de RAM. Donc il faut bien regarder ceci. Après, une variable est typée. Typée, c'est-à-dire on lui donne un type. Ça peut être du texte, ça peut être des chiffres, ça peut être un tableau, ça peut être pas mal de choses. Il existe énormément de types dans le Net Framework mis à disposition de l'utilisateur. Par défaut, PowerShell est automatiquement typé. Donc quand vous ferez par exemple, là on donne l'exemple $process est égal à getProcess, donc je récupère le contenu des process actifs sur mon système et je les stocke dans getProcess. Ça sera une variable stockée en mémoire du type objet, parce qu'en fait getProcess va nous retourner un objet comportant toutes les informations nécessaires à l'affichage des process du système. Alors, combien de temps va, comme le dit Lucien, combien de temps cette variable va être stockée dans votre console PowerShell? Donc, une console PowerShell, dès que vous en ouvrez une, c'est une session. Dès que vous ouvrez une autre session PowerShell, ça sera une autre session à part. Donc, les deux ne pourront pas communiquer ensemble. Et donc, dès que vous fermez l'une des sessions, vous perdez toutes les données qui viennent de cette session-là. Donc, on ferme, on réouvre, on n'a plus les données. Voilà pour la réponse à la question. Et bien entendu, pour définir une variable, il faut d'abord mettre le signe du dollar avant de définir votre variable. Concernant le sujet que de la cour nous remonte, oui, il existe des scopes. Des scopes, bon, à la base je ne voulais pas trop en parler, mais bon, on va en parler. Il y a plusieurs types de scopes. On a le scope global. Quand vous arrivez aux sessions, vous êtes sur un scope global. Donc c'est-à-dire que la variable est disponible pour l'ensemble de la session uniquement. Donc c'est-à-dire votre fenêtre PowerShell. Après vous avez le scope script. Donc là c'est uniquement dans vos scripts. Ça on le verra plus tard. Et après il y en a d'autres aussi, locales, etc. Mais ça reste toujours dans la session PowerShell. Ça ne peut pas sortir. Le seul moyen de faire sortir une variable, c'est de l'exporter et de la mettre dans un fichier. Et comment sait-on le type d'une variable? Ceci, on le verra par la suite. Hop, on passe à la session suivante. Voilà. Donc, comme dit précédemment, PowerShell, comme tout langage orienté objet, c'est comme un langage orienté objet, parce que derrière, nous sommes sur du Net Framework. Donc, tout est objet. Donc, nous avons des types, comme du PHP, du Python, du Ruby, du Perl. On a partout des types. N'importe quel type d'outil de développement a des types. Donc là, par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des types int. Dans le int, on met juste des chiffres, tout bêtement. On peut les voir très loin comme très bas. On a aussi des types doubles, donc là c'est vraiment des très très grands nombres. Nous avons des types string, où généralement un string c'est vraiment du texte. Donc quand vous ouvrez une cote, un guillemet en PowerShell et vous mettez quelque chose dedans, vous refermez, c'est du string. Que vous mettez des chiffres ou des lettres, c'est pareil, ça reste un string. Booléen, une valeur booléenne, ça va vous permettre de faire les tests dans vos scripts généralement. Et $true, ça vous donne la valeur 1 et $false, ça vous donne la valeur 0. Mais c'est interprété vraiment dans PowerShell pour le traitement au quotidien de vos scripts. Array, un array. Alors, il y a plusieurs types de tableaux. Un array, c'est un tableau en soi, avec des clés et des valeurs. En Python, on appelle ça des dictionnaires. Clés, valeurs. C'est comme si vous preniez votre petit Larousse, vous regardez la définition d'un mot, c'est un dictionnaire, clés et valeurs. Et les objets, c'est plutôt on va dire des tableaux, mais des tableaux complexes, avec des paramètres, j'oublie les termes, et pas mal de fonctionnalités qu'on peut ajouter au tableau. Voilà, des attributs, merci. Hop là. Donc, on va passer sur la démo. On va vous montrer concrètement
comment créer une variable, récupérer le type et tout ce qui va avec. Alors, hop là. Euh, Alors pour que ça aille plus vite, les démos en fait on les fait directement sur le PC de Thomas qui fait la présentation pour éviter de faire du changement de screen toutes les 3 minutes. Ça Vas-y sera plus. Thomas. Donc, comme dit précédemment, là, je vais vous montrer deux, trois types qu'on a pu définir avant. Donc là, par exemple, on a une variable de type int. Pourquoi les int? Parce que c'est des chiffres et elle n'est pas entre cotes. Si elle était entre cotes, ça serait un string. Donc là, je vais enlever les tac. Voilà, donc nous revoilà après avec un int. En dessous, comme le nom l'indique de la variable, c'est un string. Oui, alors les codes, on a plusieurs types. On a les doubles, on a les doubles et les simples. On a celle-ci, pour que je vous montre tant qu'à faire, on a celle-ci qui est l'apostrophe et celle-ci. Les deux sont utilisables en fonction des cas. Alors, la taille d'un script, personnellement, je ne sais pas. Mais par convention, il ne faut pas faire des noms de variables qui font plus la longueur de l'écran. Généralement, en Python, on dit 65 ou 64 caractères. Il ne faut pas que ça dépasse la moitié de l'écran. Ouais, sur PowerShell, la convention c'est plutôt aux alentours de 120. Enfin pour ma part, c'est ce que je fais. La taille de la string. Bonne question. Je pourrais te trouver l'info, mais je pense que la limite elle est très haute. Il faut y aller. Oui. Après, je sais pas, peut-être qu'on a des. J'ai vu qu'il y avait François Xavier qui était là. Peut-être que lui connaît la réponse de tête. Mais personnellement, j'ai Peut-être. jamais eu le problème. Moi, j'ai jamais eu de problème non plus sur la taille d'une string, mais ça, je peux chercher si tu veux. R7. Alt 7. Je sais pas ce que c'est. Après, bon, le fameux tableau. Donc là, je déclare mon tableau. Donc là, je crée un tableau. Donc il y a plusieurs méthodes après pour créer un tableau. Là, je vous montre la méthode la plus simple. Donc là, entre accolades, ça permet de définir que je crée un tableau. Et donc je le stocke dans ma variable array. Cette variable va être automatiquement typée tableau. Comme on l'a dit tout à l'heure, PowerShell type automatiquement. Et je vais rajouter une clé name avec PowerShell du 0 dedans. Donc là, je vais vous montrer l'exemple. Donc là, je vais les exécuter dans la console ci-dessous. Et on peut voir clé valeur. Donc nom et value. Name a plusieurs noms. Il y a un nom caché qui est key, je crois, de mémoire. Et pour afficher, comme tout à l'heure avait demandé à l'un de nos interlocuteurs, pour voir les types de nos variables, il suffit de récupérer une variable. Donc là, je vais récupérer ma variable array que j'ai instanciée. Avec l'attribut getType, je vais pouvoir récupérer le type de la variable. Donc là, nous avons un hashtable qui vient du système object en base. Donc c'est derrière. Voilà. Et nos deux valeurs true et false qui permet de faire les tests dans le script généralement. Toc, toc. Est-ce qu'il y a-t-il des questions concernant ceci déjà? Est-ce que la démo est claire pour tout le monde? On va dire que oui, vu que personne ne répond. Il y a Antoine qui dit que c'est compliqué. Alors, oui. Il y a une différence entre ces deux types de cotes. Donc, je vais vous le montrer. Donc, imaginons, là, j'ai mon string. Et là, j'ai mon string. Là, concrètement, derrière, sémantiquement, c'est la même chose. Ça reste un string. Mais parfois, on a besoin de pouvoir de mettre des variables dans des strings. Donc, par exemple, ici, l'intérêt du simple code, c'est que dedans, on ne peut pas exécuter des variables. Alors que dans le double code, on peut mettre des variables. Par exemple, imaginons sur string-une variable,
par exemple, je vais faire une var, voilà. Donc ça va être string tiré et, la var, le contenu de var. Mais ça, je ne peux pas le faire dans celui de dessus. Donc là, je vais vous montrer l'exemple. Var est égal à PowerShell. PowerShell, voilà. Tac. Donc si j'exécute ça, attendez, hop, on va faire les deux use cases. On va expliquer la best practice. Donc là, j'exécute tout ça. Et là, on voit qu'il m'a retourné uniquement string var. Il n'a même pas affiché le contenu de var. Alors qu'en dessous, on exécute, il va le rajouter. Alors, moi je recommande très fortement de n'utiliser que les simples cotes. Et utiliser les doubles cotes uniquement quand vous en avez besoin. C'est ça. Voilà. Et donc pour le backtick, donc le caractère qu'on fait sur le clavier français avec le Alt-GR7 espace, parce que sinon il s'affiche pas, permet tout simplement de pouvoir échapper le caractère qui suit. Donc par exemple, si on veut faire du retour chariot, on va faire un backtick R, backtick N, qui va nous permettre de faire le retour chariot typique Windows. Ou là, on peut faire aussi, tu peux montrer ça, Thomas, en démo, le backtick T pour les tabulations dans les strings directement. Comme ça. Ouais, bah, tu peux le montrer du coup dedans. Donc en fait, c'est un caractère d'échappement, donc ça permet de faire en sorte que le caractère suivant ne soit pas interprété comme un caractère normal. Voilà, et donc là, c'est pas un caractère normal, c'est un caractère de tab qui permet de vraiment de faire un tab dans votre console, tout bêtement, ou dans le string actuel. On a plusieurs utilisations de l'Unicode. Non, c'est pas de l'Unicode. Enfin, ça reste de l'Unicode, mais c'est un caractère de ton clavier. Oui, c'est un caractère de ton clavier. Ouais. C'est Alt-7 de la cour. Voilà. Sur le clavier américain, c'est directement au-dessus de tabulation. Voilà, et donc le tiret sert à afficher le résultat de la variable avant le string. Alors non, le tiret, en fait, c'est juste pour que tu puisses lire ce qu'on écrit et que tu puisses avoir une séparation entre les deux mots. Voilà, on aurait pu mettre un espace à la place. Voilà, ou sans, ça fonctionne. Voilà. Et avec. C'est moche. Voilà. Pour l'afficher, là, on est dans l'ISE, donc l'Integrated Scripting Environment de Microsoft. Qui lui en fait permet de faire l'affichage directement, mais on verra plus tard qu'il y a des commandes spéciales pour faire un affichage propre. Donc là je vous montre tant qu'à faire plusieurs méthodes pour afficher le même contenu, la même chose, parce que dans PowerShell en fait vous n'avez pas une seule bonne méthode. Il y a des, on va dire, infinies bonnes méthodes, ou méthodes pas bonnes, plutôt pas bonnes, mais méthodes pour le faire. Et donc là je vous ai montré 3 méthodes pour faire la même chose, et je pourrais même en rajouter une quatrième, qui est tout bêtement comme ça. Si je me trompe pas, je vais pas mettre un plus, si, un plus, voilà. Donc ces 4 là, normalement, font la même chose. Sauf que là, j'ai pas mis d'espace. Voilà, voilà. Donc en fait, il y a beaucoup de méthodes, c'est vraiment en fonction de vos use cases et de votre habitude de développement. Donc là, on va passer sur la prochaine slide. Pour l'instant, ils n'ont pas d'habitude de développement normalement. Hein. Bon, on en a toujours un peu au début. Hop. Donc la prochaine slide va être les opérateurs. Et donc je vais te rendre la main, Étienne, afin de présenter cette joyeuse catégorie. Ah, désolé, j'avais coupé mon micro. C'est à ton tour. Alors, désolé pour le retard de tracteur. Hop. Alors, le seul problème, c'est qu'avec le thème, je vois pas les petits Attends, boutons. je passe. Vas-y, passe s'il te plaît. Alors, les opérateurs de comparaison, ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre de vérifier si par exemple une variable est différente ou égale ou supérieure à une autre variable. On parle encore de string low. Pas compris la question. LOL. Ah d'accord. Donc les opérateurs, ça marche avec globalement quasiment tous les types.
de mon point de vue, j'en ai pas encore vu qui ne fonctionnaient pas avec les opérateurs. Alors après, ils peuvent se comporter différemment. Du coup, les opérateurs en PowerShell, on en a 6. Donc il y a l'égalité, la non-égalité, donc différent, le strictement supérieur, le supérieur ou égal, le strictement inférieur ou le inférieur ou égal. Est-ce qu'il y a besoin de vous expliquer ces notions-là ou c'est trop compliqué pour vous? Bon, voilà. Je supposais que c'était bon pour tout le monde. Et donc on va passer du coup à la slide suivante. On va essayer d'accélérer un petit peu pour maintenir le planning parce qu'il est déjà 8h30. Alors après, on va avoir les opérateurs logiques. Les opérateurs logiques, ça va nous permettre de pouvoir assembler, j'ai envie de dire, deux conditions. Donc par exemple, si on a donc var1 qui est égal à var2 entre parenthèses et qu'on veut vérifier que c'est également le cas de var3 et de var4, on va pouvoir justement utiliser l'opérateur AND qui va faire un et logique. Le OR, c'est un ou logique. Le NOT, c'est un non logique. Donc, si par exemple on fait var1 égale var2 et NOT var3 égale var4, il nous renverra le résultat qui correspond dans cette qu'on verra dans la démo. Et il y a aussi le ou exclusif. Alors moi personnellement, je m'en suis jamais servi en PowerShell, donc peut-être que vous en servirez, mais on vous le mettra dans la démo également. Voilà. Ça a marché le suivant ou pas? Oui. Alors ensuite, on a aussi d'autres opérateurs qui sont arrivés plus récemment. Donc ils sont arrivés en PowerShell 3. Donc on a le in et le not in. Donc l'intérêt, ça va être dans le cas où on a un type de variable qui est un tableau, on va pouvoir vérifier directement si ce qu'on cherche est dans le tableau ou n'est pas dans le tableau. Donc ça va éviter de faire une boucle et du coup de prendre tous les résultats pour pouvoir savoir si on a l'élément. Alors on a aussi contains et not contains, mais il fonctionne un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en fait au niveau de la logique de scripting, il va faire l'inverse. Donc à vous de tester les deux dans votre cas pour justement pouvoir savoir lequel va aller plus vite que l'autre. On vous montrera aussi dans un prochain meetup comment on fait pour optimiser du PowerShell et savoir combien de temps on prend une commande et combien de temps on prend l'autre. Voilà. Hop, on va essayer de faire suivant. Ça a marché. Alors du coup les opérateurs de remplacement, ça va être par exemple, ça peut arriver dans certains cas, moi je m'en suis servi il n'y a pas si longtemps que ça, vers cet été, pour remplacer dans un CSV tout simplement par exemple la partie de l'adresse mail, le domaine. Donc on peut remplacer en utilisant l'opérateur -replace, qui est l'opérateur PowerShell, je dirais normal. Et dans le deuxième cas, on vous a mis aussi un exemple qui est plutôt hérité du .NET. Et donc là encore une fois, l'idée c'est de tester les deux façons de faire pour trouver celle qui vous correspond le mieux. Allez. Voilà, donc là on a un exemple. Replay, c'est bien quand on a des crochets dans un string. Alors effectivement, ça peut être un cas où c'est intéressant. Pour éviter l'interprétation. Donc dans tous les cas, l'idée c'est de tester ce que vous voulez faire avant de partir sur une des solutions ou l'autre. Nous on vous donne les deux. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Donc par exemple le replace, le -replace, lui il va être capable d'accepter des expressions régulières de type PowerShell, alors que le replace, lui, va utiliser des expressions régulières de type .NET Framework ou .NET Core en fonction de la version de PowerShell. Donc ça peut être déroutant parfois, mais il y a les deux. Alors il faut pas ajouter des slash devant les crochets. Alors non, parce qu'en fait c'est pas le slash en PowerShell le caractère d'échappement, c'est le backtick. Hop. Voilà, donc là on a envoyé le backtick. Alors il y a Antoine qui dit ce sera quoi le lien pour voir ensuite. Désolé mais je ne comprends pas grand chose.
Je suis désolé Antoine, peut-être que tu peux nous recontacter plus tard pour qu'on puisse t'aider d'une autre manière. Et ça sera sur le blog de Ce PowerShell sera sur le 10.0, blog. sur l'article qui présente le meetup. Voilà, désolé. Hop, Suivant. on passe à la suite. Alors, ensuite, les opérateurs dits de fractionnement et de concaténation. Donc en fait, on a deux opérateurs qui vont être split et join. Donc split, ça va être, par exemple, si vous avez un fichier CSV euh, et que vous savez pas encore utiliser les commandes avancées, vous allez pouvoir utiliser l'opérateur split qui va vous permettre de prendre une chaîne de caractères et de la séparer, par exemple, par rapport à des espaces, euh, par rapport à n'importe quel caractère. Par défaut, c'est l'espace. Mais on peut le faire par rapport à n'importe quel caractère pour séparer cette chaîne de caractères et pouvoir la travailler sous la forme d'un tableau. Donc on va prendre une string, par exemple, et on va la transformer en tableau, et donc dans le tableau, il va nous mettre chaque mot. Effectivement, le split comme dans le Python et comme dans n'importe quel langage en fait de programmation. Le join, bah là ça va être la même chose, c'est qu'on va prendre une chaîne de caractères, enfin plusieurs chaînes de caractères, et on va les rassembler en une seule. Voilà. Donc ça après il y aura de la démo par Thomas. Hop là. Donc la deuxième partie, donc là c'est justement ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que le split, donc on peut le faire par rapport à un caractère arbitraire qu'on va choisir nous-mêmes. Donc si on a une chaîne par exemple, une string, donc qui est nom, deux points, prénom, deux points, adresse, deux points, date, qu'on fait un tiret split entre côtes deux points, il va nous séparer donc cette chaîne de caractères en un tableau. Et dans le premier, enfin dans l'index 0, on aura nom, ensuite prénom, adresse et date. Voilà. Oui, effectivement, c'est l'équivalent de cut sous Linux. Hop, pour ceux qui font du Linux. Et du coup, il n'y a pas la slide démo, Thomas. On oublie la slide démo. Bon, on va intégrer virtuellement la slide démo. Hop, en passant directement sur mon poste. Voilà, on va faire directement de la démo. Et là. Échec total des démos. Ah oui, non, Effectivement, mais là, c'est un fail lamentable. on a eu un C'est blue l'effet screen, démo. un effet blue screen. Voilà. Dans le Donc, blue screen, on aurait perdu ta voix, ah, ou la mienne. d'accord. Alors vas-y, montre-nous le petit exemple pour les opérateurs de comparaison. Voilà. Donc, Comme dans les émissions de Maïté, tout est prêt à l'avance. tout est prêt à l'avance. On dit que ça prend 30 minutes, mais tout est prêt. Donc, bah, comme on l'a vu tout à l'heure, là, voici les différents opérateurs que tout le monde avait bien compris. Donc, si Toto est égal à Titi, bah, c'est pas vraiment le cas. Donc, bah, il va nous retourner une valeur booléenne. Donc, il va dire que c'est pas bon. Donc, si on fait le test, ah, effectivement, c'est pas bon parce que Toto, c'est pas Titi. Mais si Toto est égal à Toto, il va nous retourner true. À ceci, on peut mettre n'importe quel type d'objet sur les côtés. On peut mettre du string, des tableaux, on peut faire pas mal de choses avec ces opérateurs-là. Donc là, dans la même logique, n'est pas égal, plus grand que, mais pas égal. Là, c'est plus grand et égal. Hop, attendez, je vais regarder ce que vous dites. En fait, là, ça renvoie directement une valeur true. Donc true, si on regarde le type, et ben regardez, c'est une type booléen. Voilà. Donc ça, c'est pour les opérateurs de comparaison. Après, on avait avec Étienne les opérateurs de remplacement. Donc là, par exemple, dans PowerShell, je veux remplacer shell de PowerShell par guy. Il suffit d'abord mettre le mot-clé que je veux enlever et le mot-clé que je veux rajouter à la place. Et bien entendu, ça ne fait PowerGuy. Et pareil, on ne l'a pas montré dans la démo, dans la présentation, mais on peut aussi le faire sur un arrêt. Donc ça, c'est un arrêt de type list. Et donc, pouf, il va me Un arrêt, remplacer c'est un tableau, hein. un tableau. Il va me remplacer toutes les occurrences PowerShell, Power dans le tableau.
et il va me les transformer par hyper. Donc tout va être transformé en hyperman, hypergirl. On peut mettre tout ce qu'on veut. Et nous voilà enfin sur les opérateurs de comparaison, euh, qui a pu paru un peu complexe pour certains. Donc, est-ce que one est dans la liste ci-dessous, ci-dessus? S'il y est, il va me retourner true. S'il y est pas, il va me retourner false. Là, c'est l'inverse. Donc, n'est pas dedans. Bonne question, Batron, on en reparlera après. Touc, touc, touc. Et là, pareil pour la même chose. Est-ce que mon tableau, là c'est l'inverse cette fois-ci, est-ce que mon tableau contient la valeur one? Et en dessous, c'est est-ce que mon tableau ne contient pas la valeur 10? Et donc, comme l'a évoqué l'un de notre Batou Walid, en PowerShell, vous avez des opérateurs sensibles à la casse. Donc, moi, je vous invite à aller voir la documentation. À peu près toutes les variables d'opérateurs ont leur penchant, à peu près, hein, pas toutes, leur penchant sensible à la casse et non sensible à la casse. Comme ça permet vraiment par exemple, éviter d'avoir des problèmes de majuscules, etc. Euh, les logiques, voilà, donc les fameux opérateurs logiques. Donc, comme on l'a pu voir avant, si 1, ça donne true, et de l'autre côté, ça donne false. Donc là, le problème de end, il faut que les deux soient à true. Donc là, il va pas aimer. Donc là, paf, il va nous ressortir false. Là, en l'occurrence, c'est le contraire. C'est pas le contraire, c'est une autre méthode. Là, il veut que l'un des deux uniquement, ou l'un les deux ou les deux, ait une valeur true. Là, dans notre cas, il y a exactement la valeur de gauche qui va nous retourner true. Là, cet opérateur-là, l'opérateur note, permet de faire l'inverse. Donc là, ça retourne true. Mais en gros, là, si on fait note, ça va nous retourner true, donc ça va faire l'inverse. Et là, le XOR, qui est le OU exclusif. Donc ça va être... Il faut pas qu'il y ait là true et true ici. Il n'y a que d'un seul côté qui va avoir true. Donc là, si je l'exécute, il va pas aimer. Mais par contre, si je m'amuse à le modifier, on va passer à true. Mais je vois pas encore le use case, j'en ai pas encore eu le loisir de pouvoir utiliser un petit XOR dans mes scripts. Donc voilà pour la partie de cette petite démo. Et on va enchaîner directement sur les boucles et conditions. Voilà. Alors une boucle. Une boucle, qu'est-ce que c'est? Ou plutôt, à quoi ça sert? Une boucle, ça permet d'avoir une structure une structure répétitive qui permet d'exécuter pas mal de choses. Par exemple, votre entreprise vous fournit un fichier CSV, JSON, tout ce qu'on veut, une liste d'utilisateurs, et vous devez, par exemple, modifier l'adresse mail sur tous ces utilisateurs-là. Donc, Comme on l'a dit tout à l'heure. voilà, bon, là, on a Toto et Tata. Donc, Toto et Tata dans ArrayList. Et donc, je vais initier for each. Donc, je vais faire. Alors, le for each va fonctionner ligne par ligne, en fait. Il va prendre le tableau, il va l'exécuter, et il va exécuter première ligne, je fais. Deuxième ligne, je fais, etc. Autant de lignes qu'il y a dans le tableau. Et donc, la ligne va être signifiée par array. En gros, ça sera la ligne courante. Donc, d'abord, on va voir Toto, il va finir, il va recommencer la boucle, et après on aura Tata. Et pour ceci, on peut aussi avoir des objets. Par exemple, je vais faire un get add-user, donc pour récupérer, avec un filtre étoile bien entendu, pour récupérer tous les membres de mon Active Directory. Je vais l'injecter au for each. Et en fait, à chaque ligne, je vais avoir un utilisateur de mon AD différent. Comme ça, je peux traiter tous mes users. Et dedans, on peut mettre du post-processing avec du traitement d'utilisateurs. On peut faire tout ce qu'on veut. Le premier élément est toujours 0. Normalement, quand on compte, on commence pas à partir de 1. On commence à partir de 0 en développement. La première valeur, ce sera toujours 0.
Donc là, je vais vous expliquer, démontrer les structures conditionnelles de toutes sortes, de tout type. Mais là, c'est if, else if, else. Donc là, dans l'exemple courant qu'on voit actuellement à l'écran, je définis la country code FR. Donc là, on va regarder la ligne 5. Est-ce que c'est FR? Bah, vu que c'est FR, je passe dedans et je retourne directement vive la baguette et le saucisson. Mais si ce n'était pas FR, si c'était DE, donc le premier il va pas planter, la valeur va le false, donc il va pas l'exécuter. Et vu qu'il voit qu'il y a un else if en dessous, il va tenter le else if. Là, vu qu'on s'en met DE, bah ça marque vive la choucroute. Mais si mon country code n'est ni FR ni DE, dans tous les cas, on ira dans la else. Et là, ce sera vive le bio. Et avec ceci, on peut vraiment enchaîner tous les blocs. Attention quand même, plus vous aurez de if et de else if et de else dans votre code, plus votre code sera, on va dire, compliqué à lire. Il faut toujours que vos codes soient lisibles par n'importe qui. Par exemple, par une secrétaire. Pour faire simple. Voilà. Et donc, contrario à ce que je vous ai montré avant, le switch, quand vous avez des else if, est plus performant. On va pas trop aborder ce sujet là, mais dans PowerShell, il y a toute une idée d'optimisation de code pour aller plus vite, même si c'est à la milliseconde, microseconde. Mais cette microseconde parfois peut devenir des heures et des minutes. Donc là, un switch, c'est simplement, par exemple là, je lui donne pareil, comme tout à l'heure, le country code FR, et en gros, il va prendre la bonne occurrence directement. Il va pas tester tout dans le tableau. Il va pas tester FR. Si c'est FR, il va pas tester si c'est DE, etc. Il sait déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si je mets par exemple un JP comme Japon, par défaut, il va même pas regarder FR, DE, il va directement aller dans Default. Ça permet de gagner du temps. Voilà, si c'est vide, alors oui, si c'est vide, il va aller dans Default. Si c'est autre chose que DE et FR, il va dans Default. Du coup, le bio, c'est pour tous les autres pays à part la France, c'est ça? Yes. Alors, Merci. je vais répondre à une question qui est hors sujet par rapport à ceci. Quelle est la différence entre le white host et le white output? Très bonne question. Bah, en fait, déjà le white host, il est à proscrire. Il ne faut pas l'utiliser. Oui. Parce que le white host peut engendrer des problèmes dans vos scripts. Par exemple, vous avez une fonction qui exécute pas mal de choses et dedans vous voulez faire du log. Donc vous faites des white host, comme tout bon débutant. Donc vous faites white host, tac, 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 tac. Et vous l'avez récupéré, vous voulez récupérer la sortie. Mais en fait, ce que vous avez récupéré, c'est dans la sortie, vous avez récupéré le white host plus votre sortie. Oui, c'est ça, il peut être envoyé dans un pipe. Donc il ne faut pas utiliser le white host. Si vous voulez juste afficher de l'information sur votre console, vous avez beaucoup... Oui, sauf en PowerShell 5, merci. Oui, mais François-Xavier triche. Ouais, il triche, c'est un tricheur. François-Xavier, t'as triché. Et donc en fait en PowerShell vous avez beaucoup pas beaucoup, mais vous avez pas mal de commandes pour afficher de l'info. Par exemple, là je vous ai ouvert une console pour vous montrer. Donc là j'ai du debug, tout bêtement pour faire du debug, comme son l'indique, c'est très verbeux PowerShell. Vous avez juste à lire la commande, ça vous dit ce que ça fait. J'ai du donc what error quand vous voulez afficher un message. J'ai un white information, par exemple si je marque bon, bien entendu information préférence est égal à continue. Voilà, comme ça je peux afficher les informations. J'ai aussi du warning. Ça permet vraiment, comme ça indique, afficher un message en warning. Et on a tout un tas. Il faut juste choisir le bon par rapport à ce que vous faites. Ça reste comme de l'optimisation de code. Hop là. Donc, donc conclusion. La conclusion de ce chapitre, c'est en fait ce qu'on vous a montré précédemment, c'est vraiment une structure de contrôle. Ça permet vraiment de contrôler votre code, le flux. En fait, le flux de votre code. C'est comme si vous aviez en fait une rivière avec plusieurs acheminements, des barrages, des usines de retraitement, etc. Chacun a une fonction particulière.
Et nous, dans notre cas, c'est plutôt des fonctions de redirection, de traitement, etc. Donc cette image représente bien en fait ce que ça peut faire. Est-ce que vous avez des questions concernant ce chapitre? Est-ce que vous voulez avoir plus d'informations, plus de détails? Bon. Alors je ne l'ai pas montré, parce que ça reste des structures complexes, hein, pour un premier vue sur PowerShell. Effectivement, on a des while et des for. Ce sont d'autres types de boucles, mais qui sont un chouïa plus complexes à expliquer et à comprendre. Un Mais petit peu plus complexe et dans un premier temps, en fait, quand vous allez scripter des choses chez vous, vous aurez rarement l'occasion de faire un while ou un do while. Enfin, on l'utilise assez rarement, enfin en tout cas pour ma part, je l'utilise très très rarement parce que c'est pas, je dirais que c'est pas adapté à du scripting. voilà, c'est vraiment pour des use cases très particuliers. Par exemple, je vous donne un exemple avec une boucle for. Tout bêtement, j'affiche à mon utilisateur un prompt pour lui demander quel est ton username. Si mon utilisateur tape n'importe quoi, avec la boucle for, je vais pouvoir boucler sur cette instruction-là. Tant qu'il m'a pas écrit un bon username, ça va planter, ça va continuer. Et dès qu'il va me taper le bon username, hop, ça va passer à autre chose. Par exemple. Hop. Donc là, on va passer sur les commandelets. Exactement. À ton tour, Hop. Étienne. Alors, voilà. Alors les commandelets en PowerShell, l'idée c'est que pour que ce soit plus simple et que la découverte des commandes puisse se faire de façon naturelle, ce qui était décidé au début de PowerShell, c'est de structurer les commandes de la même façon dans tous les cas. Donc la structure elle sera simple. Si par exemple on prend une commande getItem qui permet de récupérer donc un item. Dans le cas du getItem, donc la partie get va être ce qu'on appelle le verbe. Donc en anglais verb c'est sans le e. Et donc la partie item, ce sera la partie nom, donc noun en anglais. Donc la syntaxe des commandes PowerShell est toujours la même, même vous quand vous allez faire vos scripts et que vous allez faire donc des fonctions, ça on y reviendra plus tard. Pensez toujours à mettre un verbe d'action ou un verbe. Donc vous pouvez récupérer la liste, ça on montrera tout à l'heure le getVerb. Et après pour le nom c'est pareil, essayez de vous mettre en place une nomenclature commune avec vos collègues ou avec vos amis si vous faites du PowerShell avec vos amis. Et vous pourrez vous structurer plus facilement vos commandes. Alors, je vais rajouter à ça, à ce que dit Étienne. Imaginons un jour vous avez besoin de faire quelque chose sur votre ordinateur. Par exemple, je veux récupérer. Donc là, je vais prendre le verbe get. Parce que get, c'est prendre. Et vous voulez récupérer quoi? On va dire les items du répertoire, donc child item. Mais Child. child. Et donc Étienne, je vais te laisser faire la même chose pour l'image suivante. Oui, tu peux la mettre. C'est Voilà, plus simple. par Voilà. rapport à celle-ci. Donc là on a une commande qui est un petit peu plus compliquée. Donc c'est get add user. Donc là on est toujours sur la même règle parce que finalement on est toujours sur un nom. Le nom c'est add user. Donc si on réfléchit un petit peu autrement, add ça va être le module qui va nous permettre de faire ça. Et donc ça on en reparlera tout à l'heure des modules. Donc on a le verbe get, le module add, et à la fin le nom user. Donc si on fait la commande get add user, on va récupérer une liste, une collection des utilisateurs d'un Active Directory. Alors j'ai pu Je sais pas si voir. t'as un AD Ouais, pour pas une démo, mais c'est ça. Non, j'ai pas d'AD. J'ai pu voir dans le chat quelque chose que je n'aime pas voir en PowerShell, ce que sont les alias. En PowerShell, on a des alias, mais moi je ne vous recommande pas du tout de les utiliser, c'est même contre-productif. Parce qu'imaginons vous commencez à utiliser des alias dans vos scripts, il y a quelqu'un qui passe derrière vous qui ne sait pas utiliser des alias, et ben il sera perdu sur votre commande, votre script. Moi-même, je ne connais pas les alias parce que je m'en sers pas. J'ai appris à pas m'en servir. Et moins vous les utilisez, plus votre code sera lisible. Il y en a énormément. On va vous montrer là, on va en parler en démo. Donc, tant qu'à faire, on va vous le montrer. Donc là, démo time. Hop, hop, hop.
Alors je vois Sébastien qui dit de pas oublier de faire un import module Active Directory. Pas Alors forcément. non, c'est plus obligatoire. L'import des modules est automatique depuis la version 4 ou je crois de mémoire. Et donc en fait, il charge tout seul les modules. Et alors l'autre question, c'est la boucle for. Alors non, c'est pas la boucle for qui est pas adaptée à du scripting. Celle qui ne l'est pas, c'est la boucle while. Le, enfin de mon point de vue, parce que enfin, elle n'est pas adaptée. Alors, on pourrait l'utiliser pour du PowerShell, c'est pas un souci. Mais là, dans les exemples là, le but c'est surtout de faire des exemples pour débutants. Donc, on va essayer d'éviter de perdre tout le monde avec des explications de variables compliquées. Et donc, comme on dit tout à l'heure, les verbes. La verbe, c'est vraiment le fondement des commandes Et donc, comment connaître cette liste-là? Parce que si vous utilisez un commande qui n'est pas, on va dire, listé dans ce que je vais vous montrer, bah, en fait, votre interpréteur PowerShell va pas être content. Parce qu'il va vous dire, attention, c'est pas best practice, ça va pas ça fonctionne quand même, mais c'est pas best practice et c'est moche. Donc, pour connaître la liste des verbes qui existent, bah, il suffit juste de taper getVerb en fait. C'est assez bête. Et donc, dans getVerb, vous avez plusieurs catégories. Vous avez les commandes, vous avez tout ce qui est gestion de data, lifecycle, communication, sécurité et autres. Et donc en fait ça c'est tous les verbes que vous devez utiliser dans vos scripts quand vous instanciez une fonction ou même quand vous recherchez une fonction. Par exemple, si je regarde les fonctions, par exemple là on a get pour récupérer quelque chose, format pour formater, par exemple pour créer un fichier CSV, move pour bouger un fichier par exemple, new pour créer quelque chose. Et en fait, chacun a vraiment une signification. Et en fait, il faut vraiment s'en servir au pied de la lettre quand vous créez des fonctions ou quand vous voulez chercher une fonction qui existe dans PowerShell. Voilà, voilà. Et toc toc, qu'est-ce que je lui ai montré d'autre déjà? Ah oui, les alias. Les alias. Pareil, get alias. Je fais les alias, get, récupération des alias, alias. Et donc là, on peut voir que dans PowerShell, vous avez beaucoup d'alias. Alors généralement, ils sont quand même beaucoup utilisés. Par exemple, comme tout admin qui se respecte, on a tous utilisé, fut un temps, la commande cd pour se déplacer. Mais en fait, cd, qu'est-ce que c'est? C'est plus la commande DOS derrière. Là, maintenant, c'est la commande PowerShell. Parce qu'en fait, cd, c'est un alias de cette location pour définir l'emplacement où vous êtes. Pareil pour, il y en a plein. ClearItem, CLI, voilà, ClearItem. Moi, je l'utilise pas, CLI, j'utilise ClearItem ou ClearHost. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'en PowerShell, quand on est dans le shell, on a la compilation automatique avec l'appui de la touche tabulation. Donc du coup, à partir du moment où on a commencé à saisir une commandelette, si on fait tabulation, il nous met la suite. Voilà, Là, par en fait, exemple. on ne le voit pas, mais Thomas, il fait du tabulation à chaque fois là pour avoir la suite. Voilà. Et à propos de la tabulation, je vais vous montrer un petit trick que peu de personnes connaissent malheureusement. Donc pour connaître les paramètres, en général quand vous voulez connaître les paramètres, on fait tirer et on fait tab jusqu'à avoir le suivant. Mais il y a quelque chose d'un peu plus puissant, faites tirer, contrôle espace, et là vous avez la liste des commandelettes, plutôt des paramètres disponibles pour cette commandelette là. Ça permet de chercher directement et plus visiblement. Donc contrôle tab. Voilà, petite astuce très utile. Après, vous avez d'autres interpréteurs de console qui permettent de le faire aussi. Vous avez par exemple Oh My PowerShell, qui est le tenant en fait de Oh My ZSH, qui est un interpréteur Linux. Mais voilà, ça permet de l'avoir facilement. Vous avez envie de récupérer toutes les properties, tout ce que peut fournir en fait en paramètres derrière, l'attribut, etc. GetMember. Non, c'est pas GetMember. C'est quoi déjà? Je suis perdu. Il me code plus. Qu'est-ce que tu Euh, cherches, Thomas? récupérer tous les attributs. Attends, je m'en sers rarement de celle-ci. Parce que là, en fait, t'as pas d'item, donc du coup, il peut pas t'afficher les members de ton item qu'il n'y a pas. Ah oui.
Oui, Tu ouais, fasses un get child item, get member, là tu auras des éléments. voilà. J'ai été perdu. Et donc là, on peut voir tout ce que propose en fond, en paramètres, mais plutôt en paramètres type objet, hein. Donc tous les properties, les méthodes, etc. Donc il y a beaucoup de choses quand même. Oui, Visual Studio le fait aussi. Mais là, on l'a fait exprès de vous montrer en fait sur la console PowerShell de base. Parce qu'en fait, VS Code reste comme un IDE assez compliqué. On dirait qu'il est simple, mais en fait, il a tellement de features à droite à gauche que ça reste comme un IDE compliqué. Donc autant utiliser la chose que tout le monde peut utiliser sur un serveur. Puisque par exemple, vous avez votre serveur de production Active Directory, vous n'allez pas vous amuser à installer un VS Code. Ça, on verra plus tard dans un autre meet-up comment on fait pour configurer le PowerShell à distance. Et donc, Euh, Lucien, pour avoir la liste des attributs dispo, tu commences à Member. taper une commande, tu remets un tiret, tu fais CTRL espace. Non, ah oui. Non mais ça c'était moi je parle lui demander des properties. Attributs plutôt. Ça c'est des attributs. Et pour récupérer la liste des paramètres. Ah oui, mais il y a aussi d'autres choses. Le l'ISE Euh, est très bien pour les débutants. Alors, Pareil, ISE, c'est l'Integrated Scripting Environment. voilà. Pareil, vous voulez récupérer tout bêtement les informations concernant une commande LED. Par exemple, moi je vais récupérer LED. LED, c'est simple, récupérer LED, get, help. Encore une fois, la même logique, verbe, action. Ah bah là, tu peux faire get help, get help. Un get help. Mais je récupère le get help Le get help. d'une fonction de get help. Voilà, parce que c'est marrant. Et donc on peut voir dans get help, on a beaucoup de syntaxes différentes. Bon, là c'est l'affichage console rapide, mais petite astuce, il y a, c'est c'est où déjà? Show window. Window, c'est ça? De quoi? Show window. Show window, Show merci. window. Show window. Show T'as window. même, François-Xavier qui te le donnait. Ah, merci. C'est ce que je cherchais. Il vous permet de vous l'afficher en mode clair. Alors, si vous voulez apprendre à faire du PowerShell, moi je vous recommande quelque chose qui est super simple. Dans PowerShell, vous avez un profil. Et ce profil se charge à chaque ouverture de console. Donc, moi je vous recommande de faire une fonction fait maison pour afficher un getHelp aléatoire à chaque ouverture de console. Ça vous Un article permettra, sur le blog. ouais, si je vais en faire un, ça serait pas bête. Comme ça vous affiche un getHelp à chaque ouverture de console. Et comme ça vous permet d'apprendre rapidement toutes les commandes qui existent dans PowerShell. Bon, pas toutes, mais une grosse partie. Parfois on revient sur les mêmes. Tu veux récupérer ma version de PowerShell? Pas de problème. PS, PS version. Voilà. Je suis en PowerShell 5. Mais j'ai aussi PowerShell 6 installé sur mon ordinateur. Mais là, dans l'exemple, PowerShell 5. Oui, on va rester sur du 5 pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste dans ta démo, Thomas? Parce que là, il est 21 heures. Rien d'autre. Normalement, c'était l'heure de la fin. C'est la fin. Parce que C'est la fin. maintenant c'est le mot de la fin. Le mot de la fin. Le mot de la C'est fin, c'est parfait. bah, PowerShell, c'est plus fort que toi. Voilà. Oui, c'est pas faux. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on termine? Vas-y, Alexandre, profite. Oui, ISE et que sur Windows. Ah, sauf si tu installes une machine virtuelle sur ton Mac et que tu lances Windows sur ton Mac. Mais sinon, tu peux très bien utiliser VS Code sur ton Mac. Voilà. VS Code, c'est natif. Pour ceux qui veulent rester, on peut montrer rapidement encore son Visual Studio Code. Ça mange pas de pain, j'ai envie de dire. Je vais vous montrer sur un projet qui fonctionne. Oui, j'ai Moi, déjà j'ai fait du déjà PowerShell. fait. Ouais, moi aussi, j'ai déjà fait du PS sous Linux et même sur Mac. J'avais fait une démo au PowerShell Saturday, ouais, au PowerShell Saturday. C'était pas cette année, c'était l'année d'avant sur macOS. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de commandes let, mais ça s'améliore de jour en jour. Il y a de plus en plus de choses. Pas grand chose, Euh, mais juste assez pour travailler.
Je dirais qu'il y a des choses qui sont perfectibles, par exemple tout ce qui est remote control lors de mon Mac vers mon serveur Hyper-V par exemple, c'est pas génial, ça marche pas de top top, ça j'avoue, mais globalement ça fonctionne, je pense que c'est prometteur. Voilà. Alors pour la prochaine session, c'est dans 15 jours, mercredi pareil. Alors pour le thème, qu'est-ce qu'on avait marqué sur C'est scripting en fait. Comment créer vos scripts, je crois que c'est ça. Oui, voilà, donc on va voir effectivement comment on Dans fait la des suite. scripts pas à pas. Donc là, tu étais en train de montrer des scripts PowerShell, c'est ça? Je voulais montrer l'interface de VS Code rapidement pour ceux qui Voilà. sont curieux de savoir. Donc là, je vous ai Voilà, ça ouvert ressemble. l'un de mes projets actuels qui est Hardening Core. C'est un projet qui permet de faire du hardening sur Windows de façon industrielle. Donc c'est en cours de développement, c'est dispo sur GitHub si vous avez envie d'aller voir, tant qu'à faire une petite pub. Et donc, VS Code, vous avez là plusieurs parties sur VS Code. Le hardening, en fait, c'est le fait de renforcer la sécurité d'un système, que ce soit du Linux, du Windows. Le but, en fait, c'est d'utiliser tout ce que tu peux avoir sur Windows ou sur Linux pour euh, améliorer en fait la sécurité telle qu'elle va être livrée par défaut. Donc Voilà, en et fait, moi, tu vas ouais. pouvoir configurer les machines. Donc ça, c'est le but de ce que Thomas fait. Et le but, c'est en fait d'automatiser ça et de faire en sorte d'avoir des machines vraiment durcies dès le départ. Voilà, donc Ça moi répond à ta question? j'utilise le CS Benchmark pour info, et le CS Benchmark applique à peu près 800 règles de sécurité. Donc actuellement, j'en suis pas à 800, je crois que peut-être une trentaine, mais ça fait mal. Voilà, voilà. Oui, et moi, je vise vraiment en fait d'être en workgroup. Donc je suis pas dépendant d'un Active Directory. Donc je peux faire du workgroup, du Ansible, du Puppet, du Terraform, du Azure DevOps, tout ce que vous voulez Il y a en du fait. Ansible, c'est prévu. Oui, c'est prévu. Voilà, moi je me Moi, chargerai de la partie Ansible aussi. On fera aussi sûrement un meet-up sur PowerShell et Ansible, comment on peut utiliser les deux en même temps. Alors voilà. effectivement, pour les templates de VM, c'est super cool, surtout que ce qu'on fera, je pense avec Thomas, c'est de fournir un template Packer. Donc ça, on en parlera peut-être comment on peut utiliser justement du Windows, du PowerShell et du Packer pour Open automatiser source, ouais, justement de la c'est ça. création de VM. C'est ça. Alors, pour revenir au sujet que vous avez demandé tout à l'heure, VS Code. Alors, VS Code. Donc là, j'ai la partie où j'ouvre. Donc, vous avez deux manières d'ouvrir VS Code. Ou vous ouvrez un dossier, ou vous ouvrez uniquement un fichier. Quand vous êtes sur des projets avec beaucoup de fichiers, vous avez besoin en fait d'ouvrir un dossier. Donc là, j'ai ouvert le dossier de mon projet où j'ai des dossiers de configuration, j'ai mon module avec beaucoup de fonctions, comme vous pouvez voir, des fonctions, des tests, etc. Pas mal de choses. Vous avez un outil de recherche intégré pour rechercher à l'intérieur de mon module. Par exemple, si je cherche name, à tous les coups, je suppose que je vais trouver name dans mon module. Il va me sortir toutes les occurrences name de tous les scripts qui sont dans mon dossier courant. Vous avez un gestionnaire Git intégré qui permet de faire du versioning sur vos codes. Donc ça, pareil, on fera une session dédiée pour. Très pratique. Un debugger, personnellement, je ne me suis jamais servi. Et après ça, c'est des modules supplémentaires que j'ai installés. Ce qui est bien avec Visual Studio Code, c'est qu'il est compatible pratiquement pour faire tout ce que vous voulez. Parce que la communauté est très active et a développé énormément de modules pour prendre en charge tous les langages que vous pouvez utiliser. Ben, moi, j'ai installé à peu près tout ça comme module, c'est ça à peu près ça, pour gérer du YAML, du Git, du Jekyll, du PowerShell, du Markdown et pas mal de choses. Et pour revenir sur notre dada qui est PowerShell, et ben par exemple, il suffit juste de mettre la main sur une fonction pour avoir l'EP. Comme ça, vous avez directement l'EP. Vous avez aussi de l'autocomplétion. Par exemple, bon là, je vais taper un truc. Si je fais un get, on voit bien que là, je commence à avoir de l'autocomplétion automatique. Il me propose des commandelettes. Je peux descendre avec les flèches, choisir la commandelette que je veux, continuer. Pareil pour les paramètres. Et donc ça permet encore une fois de simplifier, de vous aider vraiment dans le développement de votre console, de votre script. Et en plus de ça, VS Code apporte aussi une couche on appelle ça un linter. On utilise beaucoup ce terme-là en développement Python. C'est quelque chose qui permet d'enforcer le design de votre script. Par exemple, je vous donne un exemple. Si j'enlève un espace ici, il va pas être content.
Là, on le voit, il fait un petit travers, il me dit attention, l'indentation est pas bonne. Donc, bah, juste, faut remettre l'indentation. Et hop, mon script est de nouveau compliance par rapport à sa stratégie. Voilà, voilà. Après, on peut vraiment aller loin, mais je vais rester en surface quand même. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ça, sur autre chose? À moi et Étienne? Alors vous inquiétez pas, les scripts qu'on fera la session prochaine, ce ne seront pas des scripts aussi compliqués que ceux qui montrent maintenant. Le but c'est vraiment de vous accompagner pas à pas sur la création de scripts basiques, justement à ce sujet-là. Les Euh, best practices, on les fera au fil de l'eau. oui, parce qu'il y en a Euh, beaucoup et certaines en sont assez contraignantes. Vous allez voir, voilà. c'est marrant. Et pour répondre à Michael, l'Inter dans VS Code, pour PowerShell, je précise, il n'est pas intégré par défaut. Il faut installer le module PowerShell et en plus de ça, avoir PS Script Analyzer d'installer sur son système. Une fois que tu as les deux, ça se fait tout seul. Après, tu peux même, tu peux regarder sur le meetup de FRPSUG. Hier. Je crois que c'est François Xavier qui a fait demain ou ce soir, je sais plus quand, Non, hier soir. hier soir, une conférence concernant l'enforcing des règles de ce type-là. Donc forcez vraiment à aller encore plus loin que les choses proposées. Moi j'en ai quelques-unes. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a pas des... Alors pour les exercices, pas de souci François Xavier. Pour les exercices c'est simple. Moi j'ai envie de vous dire, faites du porcher tous les jours. Pour les choses simples. Bah, sinon votre patron, votre directeur, votre DSI vous demande de faire quelque chose de simple, efficace. Au lieu de le faire à la main, faites comprendre à votre directeur, etc., que vous deviez faire un petit script, même si c'est un script de 5 lignes, au moins ça vous apprend à faire du PowerShell. Il faut en faire petit à petit tous les jours. Faut pas en faire en grosse couche pendant 3 heures d'affilée, à ne rien comprendre. Faut aller petit à petit. C'est comme ça qu'on apprend. Toc toc toc. Voilà, oui, elle sera uploadée à Zap sur YouTube. Bon, on enlèvera la dernière partie, la première partie qui est le blabla. Les PPT seront fournis après correction, parce qu'on va encore les modifier, on va rajouter des exemples, des démos, etc. pour donner un peu plus de valeur à ce fichier-là. Tout ça sera disponible sur GitHub et sur notre sur blog. Et maintenant, Oui. oui, Et d'ailleurs, nous on cherche aussi si s'il y a des gens qui ont des connaissances dans tout ce qui est accessibilité handicapée. On est tout à fait disposé à travailler avec vous pour justement faire en sorte que le site soit compatible avec les gens qui ne c'est voient pas, avec les gens qui n'entendent pas, ça. et donc Ouais. faire en sorte que les contenus soient accessibles à tout le monde, tout simplement. Parce que j'ai dans ma backlog, par exemple, Étienne m'a donné ça à faire, d'intégrer une police d'écriture spécifique pour les personnes qui ont des difficultés à lire. Oui, bah, tout On, simplement les personnes dyslexiques en tout fait. bêtement, voilà. On va Voilà. aussi intégrer le fait de pouvoir exporter cette présentation, enfin en podcast pour les personnes qui n'ont pas le temps de visionner ou des personnes qui sont malvoyantes. Oui, voilà. Euh, et donc sur le plus de formats possible. Pour vraiment former notre Un futur. maximum de personnes parce que C'est le ça. PowerShell va devenir de plus en plus indispensable. Par exemple, sur la partie Office 365, si vous voulez faire des choses en masse via l'interface graphique, je vous souhaite bien du courage. Bah, par exemple, je donne un exemple. J'étais chez un client qui avait à peu près 40 000 boîtes mail, sans sortir son nom. Et par exemple, bah, je vous donne bon de courage pour l'interface graphique pour récupérer la taille des boîtes aux lettres des 40 000 utilisateurs à la main. Même scripté, c'est long. Scripté, ça m'a pris une semaine de traitement. Tu lances le script, pendant une semaine, ça traite. Ouais, moi j'avais fait une migration de Office 365 vers Office 365 avec 122 000 utilisateurs, sauf qu'il fallait en choisir que 3 000 dans le tas. Voilà quoi. Il y a pas mal de choses à voir et effectivement on parlera aussi de comment, enfin, dans un meet-up ultérieur, de comment on peut optimiser justement ce genre de gros traitement. Mais là pour le coup ce sera plus avancé et je pense qu'on va pas le faire demain. Oui, ça sera plus tard, mais très avancé même. Voilà. Parce que là, on va vous parler d'optimisation à la milliseconde. Alors effectivement, on va faire des exercices avec de l'Office 365, parce que moi j'en ai un à disposition qui m'est offert par Microsoft. Azure AD, pareil, on en fera aussi. De l'Azure, on va en faire.
De l'Amazon AWS, on en fera aussi. On fera aussi du GCP. On fera de tout. Là où il y a du PowerShell, on en fera. Du VMware, des Technodel, on en fera aussi. Il n'y a aucun souci. Nous, le but, c'est de montrer que le PowerShell, ça peut servir partout. Hyper-V, oui, bien sûr. Euh, voilà, donc vraiment, le but, c'est d'être un maximum ouvert. J'essaierai de trouver aussi des speakers directement des éditeurs. Donc ça, je l'avais dit au début, pour essayer de les inviter et faire en sorte justement qu'ils puissent nous présenter ce que les éditeurs font avec PowerShell pour le mettre à disposition des administrateurs. VMware, ils ont le PowerClick qui est quand même bien fait. Amazon, ils font du PowerShell, etc. Voilà, donc, Vim Backup, voilà. Vim, oui, alors Vim, oui, mais on a des solutions chez Dell aussi qui sont très bien, avec du PowerShell aussi. Ah, pas sûr. Voilà, moi je pourrais vous montrer aussi comment j'automatisais des choses euh, avec du Fortinet, du Palo Alto, avec du PowerShell pour le faire moi-même parce que ça n'existait pas. Voilà. Oui, alors de la cour, en fait, je l'ai dit au début, moi je travaille chez Dell, donc, du coup c'est pour ça, on en parle. Voilà, mais l'idée c'est d'avoir quelque chose de vraiment très ouvert. Et voilà. Et en partant de zéro. Voilà. Que nous verrons le parsing. Alors oui, on verra le parsing, oui. Le parsing, le format, l'irregex, tout ce qui est vraiment gestion de la data. Parce que la clé de PowerShell, c'est la gestion de la data. Une fois que vous savez gérer votre data, vous savez tout faire. Pour faire simple, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Étienne. Oui, oui, de toute façon, on va aborder un maximum de sujets. Donc le prochain, c'est dans 15 jours. Donc partagez-le un maximum. Sur le prochain, on essaiera de plus être sur Skype, mais plutôt sur Skype Broadcast, ça je l'ai dit au début. Tout simplement déjà pour pouvoir supporter plus de 200 personnes, même si on était une centaine là cette fois-ci. Donc j'espère que vous allez partager un maximum toutes les communications qu'on va pouvoir faire dans l'intervalle des 15 jours. Donc voilà. Et personnellement, j'ai aussi envie, donc ça c'est un projet pour le moment, de faire du craft. C'est-à-dire faire une réunion genre d'une heure, et c'est vous ensemble, donc c'est par paire, vous développez vos scripts ensemble par deux, et toutes les 10 minutes ou 20 minutes, vous présentez ce que vous avez fait à la communauté, donc en ligne, donc c'est pas un truc où on est 40, 200, c'est un truc qui se fait à 20 à peu près, et comme ça on avance main dans la main ensemble en mode craft. Mais ça c'est un projet qui viendra plus tard, je pense. Oui, on peut faire des ateliers comme ça. Voilà, et donc on restera en ligne pour que tout le monde puisse participer en étant chez soi. Et donc Bah, n'hésitez pas si vous voulez vous réunir dans des bars ou des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Lucien, Azure c'est quoi? C'est du PowerShell pour moi. Moi tu me parles d'Azure, moi tu me parles de PowerShell, donc oui. Moi Azure, moi je connais pas Azure en interface graphique, hein. Je sais pas comment ça fonctionne, hein. Moi je sais faire du Azure en PowerShell. En PowerShell, en Terraform et en Ansible. Mais le portail, je le connais pas non plus. Oui. Parce qu'en plus, ça sert à rien de se fier au portail, parce que le portail change tous les jours. Donc, Exactement, et les commandes PowerShell, ça, je sais pas si on l'a dit, mais les commandes PowerShell, ça ne bouge pas. Vous avez la commande exactement. get item qui sortait depuis PowerShell, je ne sais plus quand. Elle est toujours la même. Elle a juste peut-être plus de features, mais c'est toujours la même. Donc, pareil sur Azure, c'est comme des API. Les API, ça bouge pas. Ils font des versions dessus et ils incrémentent les valeurs. Exactement. Voilà, Voilà. voilà. Bah, Bah, sur j'espère ce, que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous renvoyer des mails, des communications, celles que vous voulez, celle qui vous va, pour nous faire un feedback là-dessus et voilà. on- bah, Merci à sur ce, tous. bonne soirée.